Entre 23 et 25 missiles ont été tirés sur l'ensemble du territoire, au sud, au centre, là où nous nous trouvons, et dans le nord, dans la ville d'Haïfa. Et c'est là qu'il y a l'essentiel des blessés. De ce que l'on sait, les informations sont toujours parcellaires, il faut les prendre avec précaution, mais il y aurait au moins 17 à 19 personnes blessées. 3 personnes seraient dans un état grave, les autres blessés seraient dans des états un peu plus légers. Ce que l'on sait aussi de cette attaque, c'est qu'elle est intervenue en milieu de journée et avant, vous le savez, le début de Shabbat ici en Israël qui démarre à la nuit tombée. Cette attaque, elle est très importante et elle intervient après une attaque ce matin dans le sud du pays, à Beersheba, où un missile s'est abattu sur un parking et a causé des dégâts et a fait aussi 6 à 7 blessés. Beaucoup, Thomas, avec Thibaut Bruck pour les images en direct de Tel Aviv. Et on en parle donc sur le plateau, toujours avec Magali Barthès, notre éditorialiste international. Bertrand Galichet nous a rejoint, bonjour. Bonjour. Grand reporter, spécialiste des relations internationales. Et le général Nicolas Richoux, bonjour. Bonjour Magali. Ancien commandant de la 7e brigade blindée, général. Alors si on fait le bilan, effectivement, apparemment entre 23 et 25 missiles ont été tirés sur Israël aujourd'hui. On compte 6 impacts, c'est ce que nous disait une autre de nos correspondantes donc, en Israël, avec toujours donc, ce dôme de fer qui ne peut pas tout intercepter. Voilà, mais militairement, c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'il y a peu de missiles qui sont tirés, mais ces missiles sont efficaces. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Ça veut dire quand même 25% des missiles qui atteignent leur cible. On sait qu'ils ont peut-être développé, on parlait de missiles hypersoniques qui vont entre 8000 et 14 000 km/h à 2000 km de distance. Et là, on assiste peut-être effectivement à des missiles d'un autre calibre, j'allais dire, et qui aujourd'hui ont une efficacité accrue. Alors, ils en ont vraisemblablement pas beaucoup, mais c'est des missiles qui font beaucoup de dégâts. La deuxième chose, c'est que ça prouve que l'Iran montre encore les dents, et quand on nous explique que ça y est, le stock est entamé, c'est fini, tout va bien, c'est la preuve qu'ils ont des capacités résiduelles qui sont importantes, en tout cas un pouvoir de nuisance qui reste important. Le direct. Juste pour vous montrer une image des dégâts à Haïfa, une nouvelle image qui nous parvient. Voilà. Pardon, on coupe votre propos, général, oui. Mais c'était juste pour illustrer les dégâts. Tout à l'heure, Nicolas Rouget, qui est notre correspondant à Haïfa, nous disait que les dégâts étaient extrêmement importants dans cette grande ville portuaire. Voilà. Ouais. Donc ça pose la question de l'efficacité du dôme de fer qu'on a cru lorsqu'ils avaient bombardé Tel Aviv au mois d'avril qu'il était extrêmement efficace. Et puis effectivement, est-ce que la capacité de nuisance iranienne a mal été anticipée par les Israéliens? Ça c'est une véritable autre question. Mais il y a deux choses que vous dites. Si ça continue de faire des dégâts, c'est peut-être que l'Iran a changé ses missiles. Mais aussi qu'il y a des missiles qu'on n'avait pas vu venir en tous les cas. Exactement, oui. Et que le dôme de fer commence à être affaibli. Et que le dôme de fer commence peut-être à être attaqué parce qu'on a consommé énormément. Et le dôme de fer, c'est aussi un problème logistique. Et est-ce que les Américains sont capables d'approvisionner le dôme de fer à la vitesse où ils tirent les missiles? Il y a ça. Mais il faut savoir que la réaction des Iraniens a-t-elle aussi bien été anticipée par les Israéliens quand ils ont préparé cette opération? Ils sont quand même eux les agresseurs. Ils savaient parce que qu'il y aurait une riposte. Parce que dans tout ordre d'opération, on étudie les avantages, on étudie les inconvénients, on étudie les risques. C'est le centre même de l'étude de l'opération. Et dans les risques, il ne peut pas ne pas y avoir les risques de dégâts sur la population. Et donc là, visiblement, je pense qu'on est dans une phase où ce niveau de dégâts n'a pas forcément été très bien anticipé par Israël. Peut-être pas. Même s'il y a une semaine quand même au début de l'opération, parce que ça fait une semaine maintenant, jour pour jour, le message des autorités israéliennes, c'était pour prévenir justement la population que ça allait être difficile et que des jours durs étaient devant Israël, parce qu'on avait bien conscience que, en effet, les missiles de l'Iran, c'était pas les roquettes du Hezbollah, et que ça allait être certainement plus difficile, et il y avait vraiment, il y a toujours un appel à la population israélienne à serrer les rangs justement, parce qu'il y a ce sentiment que cette guerre, c'est la guerre qu'Israël attendait. C'est d'en finir avec le programme nucléaire iranien. Ça fait 30 ans que Netanyahou en parle. Donc là, il y a vraiment cette idée quand même, et c'est ce qu'on entend dans la bouche de nos correspondants et des Israéliens, qu'il faut tenir
coûte que coûte, mais c'est vrai que ça va être une guerre des frappes qui sont en train de s'installer dans la durée. La semaine dernière, on nous parlait de 2 semaines du côté de l'armée israélienne. Oui, est-ce que ça va être davantage ou pas? C'est vrai que ce que l'on voit, c'est que l'Iran, en envoyant 30 missiles par jour, a quand même les moyens de tenir dans la durée. Donc effectivement, si cette opération dure, comme le disait Tzahal au tout début, 2 semaines, ça veut dire que les capacités de nuisance de l'Iran peuvent être encore, en tout cas on le voit, elles ne sont pas intactes, mais elles sont encore là. Oui, et ça peut être un élément nouveau dans l'équation très complexe de cette situation et de cette guerre, parce que si effectivement les frappes iraniennes se poursuivent avec ce niveau de violence et de force et qu'il y a des morts et des blessés en nombre sur le territoire israélien, notamment dans les grandes villes, notamment dans des zones résidentielles, là ça va d'une part impacter beaucoup, je dirais, le jeu politique à l'intérieur de l'État hébreu, mais aussi, je pense, à ces images reçues par les Américains et par l'administration Trump. Et là, face, je dirais, au choix qui se pose à Donald Trump et à son équipe. Cette nouvelle salve de missiles iraniens lancés aujourd'hui sur Israël avec plusieurs villes touchées, dont celle du Nord, le port de Haïfa, donc touché avec ces images qui nous sont parvenues tout à l'heure. Et regardez. Voilà, Haïfa qui a été touché par ces missiles iraniens, Beersheva également, et Tel Aviv, c'est là où vous vous trouvez, Thomas Misraki avec Thibaut Bruck. Vous avez tout à l'heure, on l'a vu grâce à votre reportage, entendu ces explosions dans la ville. Nous étions en plein centre-ville avec Thibaut Bruck lorsque les sirènes d'alerte ont été déclenchées. Nous nous dirigeons vers un abri quand ces missiles sont passés au-dessus de la ville de Tel Aviv. Alors pour la plupart d'entre eux, ils ont été détruits par les systèmes de défense anti-aériens israéliens, mais ces missiles sont passés extrêmement bas en altitude, au-dessus de là où nous nous trouvions avec Thibaut, et nous avons pu voir les interceptions en temps réel. Alors c'est l'une des attaques les plus importantes de l'Iran sur l'État hébreu depuis le début de la guerre. Au total... Et aux 15 jours qu'il s'est donné finalement pour réfléchir, ça va forcément influencer sa décision d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en réalité, si on regarde bien la situation aujourd'hui, on voit que Donald Trump n'est pas face à un dilemme, mais à un double dilemme. C'est-à-dire, est-ce que à l'issue de ces 2 semaines de réflexion, je vais taper les Iraniens? Ça, c'est la première chose. Mais s'il fait ce choix-là, et peut-il ne pas le faire si ces frappes continuent? S'il fait ce choix-là, est-ce qu'il va aller frapper simplement les sites nucléaires pour réduire à néant les capacités nucléaires de l'Iran? Ou est-ce qu'il va aller, comme le souhaite Netanyahou, vers un changement de régime? Et ça, c'est autre chose, parce que ça implique une opération militaire d'une très grande ampleur, avec un résultat qui n'est pas certain. On a vu les images des manifestations à Téhéran et dans d'autres grandes villes. Ce sont des manifestations qui, évidemment, organisées par le régime, téléguidées, c'est très clair, mais qui disent quand même quelque chose d'une mobilisation d'une partie de la population iranienne. Donc, je crois que là, cette équation, elle se complique encore à la lumière de ces bombardements qui viennent d'avoir lieu. Est-ce que ça peut influencer Donald Trump dans sa décision ou pas? Là, alors c'est très difficile à dire au vu des images qui nous parviennent, on en a encore très peu. Quelles sont les cibles iraniennes là? Quelle est la volonté du régime d'après vous? Là, c'est très très difficile à dire, parce qu'on voit qu'ils ont tiré sur un hôpital, on voit que là, ça apparaît des bâtiments qui ne paraissent pas des bâtiments administratifs. Il n'est pas certain non plus que les missiles iraniens ont une précision métrique. Ils tirent sur Haïfa, ils tirent sur Tel Aviv. Il n'est pas du tout certain que ce qui les intéresse, c'est le pouvoir de nuisance. C'est l'efficacité n'est plus politique d'ailleurs que militaire. Donc on tape un immeuble, on ne met pas à genoux la nation israélienne en tapant un immeuble. Donc c'est semer la terreur. On montre que dans un espace médiatique où Israël domine tout, on dit domine l'espace aérien iranien, tape où ils veulent, ont des commandos partout, sont au courant de tout. Ils montrent que eux aussi, et ça c'est important pour eux, ils montrent que eux aussi gardent un pouvoir de nuisance absolument intact.
et qu'il déjoue les pronostics d'une nation au moins d'un régime, pas d'une nation, d'un régime qui est à genoux. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, effectivement, pour, je dirais, aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, c'est que ça montre aussi la vulnérabilité de l'État hébreu. Et ça, effectivement, pour le pouvoir iranien, c'est très important parce que ça contredit cette doxa qui semblait laisser entendre que finalement Israël était tout puissant et pourrait venir à bout de l'Iran comme d'une bouchée de pain. Et en fait, pas du tout. En réalité, on voit bien quand même que la situation est beaucoup plus complexe, que les Israéliens, avec le dôme de fer et les 2 autres étages de protection antiaérienne, les protections israéliennes sont affaiblies, et que là, la démonstration pour notamment l'ayatollah Khamenei de la vulnérabilité de l'État hébreu, c'est considérable politiquement. Ça renforce le régime d'une certaine façon, et on voit que l'effet drapeau commence à jouer en Iran, de façon très claire. Ça, c'est net pour vous ? Ah oui, ça se remarque, et les Iraniens avec lesquels j'ai pu parler ces derniers temps le disent, même ceux qui sont loin d'être du côté des mollahs. Ouais. Mais ces images qui sont évidemment aussi diffusées sur les télévisions américaines, elles peuvent, c'est vrai, forcer la décision de Donald Trump, parce que la défense d'Israël, c'est vraiment le cœur de la politique internationale des États-Unis. Il y a quelques jours, on nous disait que la presse américaine relayait des informations sur lesquelles les Israéliens manquaient de missiles antimissiles, et que sur la durée, ça allait être difficile de pouvoir réapprovisionner les stocks. Ça va pousser les Américains à voler au secours d'Israël. Alors, est-ce que c'est pour autant que ça forcera la décision d'aller frapper du côté américain les installations iraniennes? Mais en tous les cas, ces images, elles vont avoir un impact. On sait combien, notamment, l'électorat évangélique est important pour Donald Trump et veut, et on l'a entendu tout à l'heure dans la bouche de Ted Cruz, à quel point il cherchait à faire pression, justement, sur Donald Trump pour que, justement, il s'investisse davantage dans la défense d'Israël. Il y a ce clivage au sein de l'électorat de Donald Trump entre les évangéliques, les isolationnistes, et c'est vraiment entre ces deux que Donald Trump est en train d'hésiter, et ces images peuvent quand même avoir une influence parce qu'il n'est pas possible pour Donald Trump d'abandonner aussi la défense d'Israël, et il va peut-être être poussé à intervenir peut-être plus vite aussi que ce qu'il avait. C'est aussi pour Téhéran un pari extrêmement dangereux, de continuer à frapper au moment les hôpitaux, comme on l'a vu hier. Ouais. Là, les centres-villes, ça peut aussi avoir un impact. L'Iran ne parle pas à Trump, là, il parle aux musulmans. Il parle aux Iraniens d'abord, ça a été dit, forcément. Et puis, il parle aux musulmans. C'est-à-dire que les forces de la résistance ne sont pas éteintes, etc., etc., etc. Et vous voyez bien qu'ils n'y arrivent pas. Mais par voie de conséquence, il peut y avoir aussi un impact sur le choix qui a l'air si difficile pour Donald Trump à faire. Alors, on va rester à Haïfa, justement, rejoindre notre correspondant Nicolas Rouget. Vous étiez avec nous il y a quelques minutes, donc effectivement, avec cette nouvelle salve de missiles lancée par l'Iran aujourd'hui. Quel est l'état d'esprit des Israéliens, donc après 8 jours de guerre maintenant ? Je pense que grosso modo, l'état d'esprit reste massé, l'opinion publique reste massée derrière cette guerre. On voit bien aussi que l'armée israélienne, d'un certain côté, continue à déclarer qu'elle fait d'énormes elle a énormément de réussite sur le terrain. On voit que d'un certain côté, chez les Israéliens, il y avait beaucoup de dissensions au niveau politique, au niveau de la guerre à Gaza. Il y avait aussi de plus en plus d'embarras par rapport évidemment au coût humain de la guerre à Gaza ces derniers temps, comme on l'a vu aussi en Europe et ailleurs. Cette fois-ci, c'est pas du tout le cas. Évidemment, Netanyahou semble faire ce qu'il faut. Et donc, d'un certain côté, même quand on voit ces images, quand vous voyez à l'écran maintenant, de destruction dans les centres-villes, que ça vient frapper dans la vie des Israéliens même, au bout du compte, le moral reste au beau fixe, en particulier parce qu'évidemment, on voit qu'il y a eu des réussites sur le terrain et que peut-être les Américains vont se joindre à l'action israélienne. D'un certain côté, ça semble être la guerre nécessaire pour les Israéliens, alors qu'évidemment, la guerre continue à Gaza, la guerre continue aussi en Cisjordanie. Il y a énormément de tensions dans l'air, dans tout le territoire. En ce qui concerne l'Iran et Israël, les Israéliens, d'un certain côté, prennent ça avec on peut dire légèrement une résilience. On parle souvent de ce mot-clé, mais surtout avec un peu de philosophie d'un certain côté, et ils sentent bien que la plupart des dommages ne sont pas en Israël, mais évidemment sur le territoire iranien. Et juste, Nicolas, si je vous demandais ça aussi, c'est l'évolution
du pays par rapport à cette guerre qui a été déclenchée donc, il y a une semaine. Vous nous parliez tout à l'heure des Israéliens tellement habitués à ces frappes régulières, mais habitués aux roquettes du Hamas. Là, vous êtes passé dans une toute autre échelle. Oui, tout à fait. Alors évidemment, oui, on le voit encore une fois à l'écran, la description, et ça n'a rien à voir avec les roquettes du Hezbollah ou du Hamas, même si évidemment, et on en a parlé beaucoup au niveau des stocks, des intercepteurs par exemple, du fait que peut-être Israël n'aurait pas le stock d'intercepteurs nécessaire pour pouvoir pallier à une attaque de l'Iran de grande échelle. Mais d'un certain côté, l'armée israélienne est très très bonne en communication par rapport à son front intérieur. Elle est meilleure ces 8 derniers jours qu'elle l'a été ces 3 derniers mois par rapport à la presse internationale et par rapport à la presse israélienne. Elle fait plusieurs briefings par jour. Elle explique que d'un certain côté, sa meilleure défense, c'est l'attaque et qu'ils ont détruit plus des 2/3 des rampes de lancement de missiles iraniens, que c'est d'un certain côté, c'est comme ça qu'ils vont réussir à gagner cette guerre. Donc encore une fois, même si évidemment c'est très impressionnant, en termes de destruction sur le terrain et en termes de ce qu'on entend, ce qu'on ressent aussi, il y a énormément de grandes conflagrations dans des villes comme Haïfa, c'est presque tous les jours. Évidemment, on voit qu'il y a quand même, on suit la discipline du front intérieur. Il y a beaucoup d'un certain côté d'autocongratulation de la part des Israéliens de voir qu'ils sont capables de suivre ça avec discipline et de payer le prix que ça coûte pour pouvoir arriver peut-être à une résolution d'un conflit qui semble miner le Moyen-Orient depuis des dizaines d'années maintenant.